Radio Grand Lac. Bienvenue dans le grand bain de la vie locale. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par la maison Cavaillé à Aix-les-Bains. Le grand bain de l'écho. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs. Quelques petites minutes de retard, 7 minutes. Alors c'est formidable parce que moi j'anime une émission de radio où mon hôte Jean-Pierre et mon invité Bernard m'ont accueilli. c'est formidable. Merci. Merci. Alors c'est les joies du direct. Effectivement, les occupations professionnelles me conduisaient à Albertville aujourd'hui et j'en suis reparti un petit peu plus tard que prévu. Et puis après, il faut faire attention sur la route. Donc voilà, arrivé un petit peu plus tard que prévu, mais on va commencer on va commencer avec une présentation de mon invité, de notre invité, Bernard Bélier. Alors, Bernard, c'est à la fois l'histoire d'un musicien, ou plus exactement d'un amoureux, d'un passionné de la musique, mais c'est également l'histoire d'un Savoyard qui est un acteur de la vie économique. Alors, Bernard, on va d'abord faire comme dans la vraie vie, on va se tutoyer. Absolument. Et puis, ce que je te propose, c'est de... pas scinder l'émission, mais en tout cas de la décomposer en 2 parties. La première qui sera consacrée à l'histoire de Bélier Musique, qui est le magasin dont tu es le dirigeant aujourd'hui avec ton frère André, qui est situé à Barbie, pour ceux qui ne le sauraient pas. Les habitués, les musiciens savent évidemment que ce magasin existe depuis de très 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 nombreuses années. On va en faire un petit peu l'historique. Et puis, dans un second temps, tu nous instruiras de ton implication dans la vie économique locale, à travers notamment ton entrée à l'Assemblée Générale, puis au Conseil d'administration de Savoie Expo. Tout ceci, évidemment, avec beaucoup d'improvisation, d'humour, et puis, j'allais dire, d'amour de l'économie savoyarde. Bernard, je te laisse la parole pour présenter en quelques mots l'histoire de Bélier Musique. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Bélier Musique, effectivement, est une vieille maison puisqu'elle est officiellement née en 1905. C'est donc l'arrière-grand-père, Jules Bélier, qui a créé cette entreprise. Alors, pour l'anecdote, Jules Bélier n'était absolument pas fait dans un premier temps pour partir dans la musique puisqu'il est né en 1880 dans la région de Château-Thierry. Ses parents étaient des agriculteurs et des céréaliers, et donc il était plus ou moins quand même prédestiné à suivre l'exemple de ses parents. Le destin en a voulu autrement, puisque à l'âge de 12 ans, il est tombé aveugle suite à une rougeole mal soignée. Et dans l'agriculture à cette époque-là, parce que je rappelle qu'on était quand même en 1890, des aveugles, on savait pas bien quoi en faire, et donc ils sont montés sur Paris, et à l'époque il y avait déjà un partenariat avec la grande maison Pleyel, les fameux pianos Pleyel, et ils formaient les accordeurs aveugles. D'accord. Donc c'est comme ça en fait qu'il a intégré le monde du piano. Il est donc resté chez Pleyel à Paris. Et puis en 1900, vu qu'ils avaient déjà repéré son côté, non seulement c'était un très bon technicien, mais en plus il avait un côté créatif très important, et Pleyel Paris a décidé de le transférer à Lyon, où ils avaient en fait une autre usine qui permettait de livrer en fait toute la partie sud de la France, parce qu'on n'avait pas les moyens de transport qu'on a aujourd'hui. Et Jules est donc parti à Lyon en 1900. Pour effectivement mettre, on va dire, tout son savoir en œuvre. Là, malheureusement, ça s'est pas très bien passé avec l'équipe lyonnaise. C'était un Savoyard, le caractère était un peu compliqué, les aveugles sont déjà un peu, alors lui, il était encore plus. Et donc, en 1903, il claque la porte de Pleyel et il monte son propre atelier à Lyon, à quelques centaines de mètres d'ailleurs de l'usine de chez Pleyel, et il commence à fabriquer des pianos, et en 1905 il sort son premier piano droit.
Comment en fait Jules est arrivé en Savoie? Ça c'est l'histoire. En fait tout simplement c'est que Jules en 1904 rencontre une jeune femme. C'était la vie, il était jeune. C'était une Savoyarde et l'histoire reviendra puisque c'était une jeune femme de Barbie. En plus, et on sait que les femmes ont toujours plus ou moins raison. Elle l'a poussé quand même à dire voilà, ça serait quand même bien qu'on rentre au pays. Et donc en 1911, il rentre à Chambéry. Il trouve un local dans la rue de Roche, donc les anciennes murailles de Chambéry, et il monte la première usine de pianos savoyarde, donc les pianos Jules Bélier. Donc, alors, je t'arrête un instant, mais enfin, le parcours en un tout petit peu plus de 30 ans est quand même assez impressionnant, puisque on part de Château-Thierry pour entrer comme accordeur chez Pleyel Paris. Ensuite, on se retrouve chez Pleyel à Lyon. Absolument. Et puis, pour des raisons, on va dire, sentimentales, les femmes ayant toujours raison. Absolument. On se retrouve à Chambéry et en définitive, ça va être... l'installation définitive à Chambéry, puis à Barbie, bien évidemment. Voilà, c'est le début de l'histoire des pianos Bélier en Savoie. L'usine tournera relativement bien, puisqu'ils sortiront jusqu'en 1944. Alors on verra pourquoi après, mais jusqu'en 1944, ils vont sortir à peu près 850 pianos droits. On n'a pas les chiffres exacts, puisque l'usine a été bombardée en 1944, et on va dire pratiquement entièrement détruite, ce qui fait qu'on a perdu une grosse partie des archives, et on a retrouvé quelques pianos, et avec les numéros qu'on a retrouvés, on arrive à déterminer qu'ils avaient sorti à peu près 850 pianos jusqu'au bombardement. Ce qui est quand même assez considérable, parce qu'on rappelle que la production de pianos à l'époque est totalement artisanale, bien évidemment. Absolument. On n'a pas la logistique et les approvisionnements qui viennent de l'étranger aujourd'hui. C'est vrai. On est dans le contexte de l'entre-deux-guerres, donc c'est quand même un petit peu compliqué. C'est vrai, c'est compliqué. Alors, par contre, il y avait déjà à l'époque un gros travail, on va dire, inter-entreprise, puisque comme aujourd'hui d'ailleurs, les facteurs de piano ne fabriquaient pas leurs claviers, ils les achetaient, ils fabriquaient pas leur mécanique, il y avait des fabricants de mécanique. Donc en fait, c'est un petit peu comme dans la lutherie, ils assemblaient toutes ces pièces pour fabriquer en fait un piano. La Deuxième Guerre mondiale a un petit peu stoppé tout ça, parce que non seulement déjà l'usine de Chambéry est détruite, mais une grosse partie de la France s'est arrêtée. La plupart des usines et de sous-traitants étaient également détruites. Et donc en fait, ils ont décidé d'attaquer le monde de la réparation, puisque la facture instrumentale devenait compliquée, presque impossible. Donc à l'époque, Jules a un fils, Henri, qui le rejoint, et tous les deux en fait ils commencent à faire de la réparation plutôt de piano. Dans ces années-là, il y a un autre secteur qui se dessine aussi, c'est les instruments à vent. On rentre dans le monde du jazz, on est dans les années 50. Il y a de plus en plus de saxophonistes. Et donc Henri, qui adore ce style de musique, décide également de se former donc à la réparation des instruments à vent, qui deviendra notre deuxième gros secteur encore actuellement. Trompette et saxophone. Trompette, saxo, effectivement. Trombone. Les trombones, les euphoniums, tout ce qui est cuivre. Bien sûr, les bois aussi, c'est-à-dire les clarinettes, les flûtes traversières, puisqu'elles sont classées dans les bois, comme le saxophone, qui n'est pas un cuivre d'ailleurs. Tout à fait. Donc voilà en fait la deuxième branche, on va dire, de la maison Bélier, qui est née dans les années après-guerre. Ensuite, la réparation fonctionne bien. Henri a donc un fils, Jean, donc notre père, qui lui commence aussi à faire son apprentissage dans l'entreprise. Ce qui se passe en fait, c'est que en 1953, donc Jules décède, donc l'arrière-grand-père, et quelques années après, à peine 6 ans après, Henri, son père, décède également brutalement de maladie. Et à ce moment-là, donc mon père, notre père, André et moi, en fait, est en poste à Bizerte, c'est la guerre d'Algérie, faut pas l'oublier. Ouais. Et donc en fait, il revient à Chambéry relativement rapidement, et il reprend en fait les rênes de l'entreprise en 1959. Donc là, il est tout seul, il se fait aider un tout petit peu de notre mère, mais donc lui, il décide de faire une troisième branche qui ne se faisait pas encore à l'époque, c'est le commerce.
Et c'est là en fait où il va commencer à faire la première foire de Chambéry, puisque c'était pas la foire de Savoie à l'époque, on en parlera après. Absolument. Et il commence à vendre des pianos en se faisant aider de fabricants, dont Pleyel, puisque il avait quelques accointances encore avec la marque. Et là, on va dire que le business de la vente des pianos et des instruments avant commence dans les années 60 sur Chambéry. Très bien. Alors, cette période-là correspond à ta naissance en 1961. Pardon de rappeler cette année. Enfin, tu es un jeune soixantenaire. Oui, absolument. Et ton frère André, qui naît en 1964. Vous naissez et puis vous évoluez dans le monde de la musique. J'imagine que vous éveillé à la musique avec, je dirais avec votre père. André s'est plus éveillé dans le monde de la musique parce que lui, c'était un musicien. Il a commencé à faire de la trompette très jeune. Il est au conservatoire. C'était un très bon musicien. Moi, j'étais plus intéressé par le côté technique que par le côté pianistique. Donc on m'a donné pas mal de cours de piano. Ma mère s'arrachait les cheveux parce que, première vue, j'étais pas un très bon pianiste et je deviendrai pas un très bon pianiste. Donc en fait, mon père décide de dire puisque toi c'est la technique, pourquoi on ferait pas de toi un facteur de piano? À l'époque, il n'y a pas d'école, comme aujourd'hui elle existe au Mans, mais il n'y avait pas d'école pour devenir facteur de piano, donc je pars en Allemagne. Il y avait 2 universités dans le monde à l'époque pour être facteur de piano. Il y en a une en Allemagne, qui est à Ludwigsburg, à côté de Stuttgart, et puis une autre au Japon. Qui était plutôt réservé, on va dire, aux facteurs japonais, parce que Yamaha commençait à arriver, Kawai, les grands facteurs japonais arrivaient et formaient leurs propres facteurs. Donc je pars en Allemagne en 1976. Je vais y rester 6 à 7 ans. Quelques années. Quelques années, le temps de faire devenir maître de clavier. André, lui, pendant ce temps-là, quelques années après, part donc à Paris et lui rentrera donc chez 2 grands luthiers, donc Buffet-Crampon pour les sax à l'époque et les clarinettes, bien sûr, puisque c'est le leader mondial de la clarinette encore aujourd'hui. Et puis chez Antoine Courtois, qui est un grand fabricant de trompettes et de trombones, très connu dans le monde du jazz, et qui d'ailleurs sera racheté plusieurs années après par le groupe Buffet-Crampon, qui est maintenant un très grand groupe d'instruments avant, encore 100% français. Ok. Bernard, puisque je te connais quand même relativement bien et que tu m'as déjà raconté cette anecdote, est-ce que tu peux nous parler des quelques épisodes totalement extérieurs et étrangers à la musique qui t'ont occupé en Allemagne? Alors, tu as fait l'armée, ça c'est une première chose. Alors, l'armée après. Tu as fait l'armée après, d'accord. Ouais. Je suis parti à l'armée relativement tard. Pardon, 1983, effectivement. Ouais. Je suis parti. Alors, en Allemagne, les universités, les cours sont le matin. Ouais. Donc, c'est vrai que tous les jours, à midi et demi, voire des fois 13h, j'avais fini. Donc, je m'ennuyais un peu. Et mon logeur, à l'époque, en fait, était un technicien automobile qui travaillait à Nuremberg pour un groupe automobile connu qui était Opel. Voilà. Et il m'a demandé si ça m'intéressait de venir avec lui l'après-midi pour voir comment ça se passait sur le Nürburgring à Nuremberg à l'époque. Le fameux circuit automobile qui a accueilli les Grands Prix de Formule 1. Absolument. Entre autres. Donc j'ai commencé en fait à me balader un petit peu sur les circuits automobiles là-bas. J'ai rencontré quelques pilotes, dont un qui est très connu parce que c'est Monsieur Walter Röll. Champion du monde de WRC, en tout cas de rallye à l'époque. Pendant de nombreuses années. Ouais. Donc à l'époque, Walter en fait pilotait sur Opel, sur les Manta et Ascona 400. Donc j'ai commencé à rentrer un petit peu dans le monde du rallye automobile. Bon, surtout en tant que copilote dans un premier temps, parce qu'en fait il faut passer par ça. Bon, alors les écoles c'est du kart, etc. Je vais pas raconter l'histoire, c'est très long. Ensuite, Walter Röll en fait a signé chez Audi. Les fameux Audi Quattro. Absolument. Donc je l'ai suivi alors dans peu d'années, puisque entre-temps, quelques années après, mon père tombe malade et mon frère m'appelle pour me dire ce serait bien que tu quittes l'Allemagne et que tu nous rejoignes parce que on va avoir besoin de toi. Donc mon aventure automobile s'est un peu terminée comme ça.
Et tu as quand même fait office de copilote. J'ai fait copilote, ouais, sur plusieurs courses, en tout cas, type ADAC, donc des courses classées WRC, quoi. Voilà, même si tu n'as pas été, diplômé ou honoré du titre de champion du monde, en tout cas, tu as accompagné. Je l'ai accompagné sur quelques courses, absolument. Un champion du monde de rallye. Donc tu fais ton service militaire effectivement en Allemagne. On sait qu'il y a un régiment qui est installé. C'était pas. Non. Je rentre faire mon service militaire en France. D'accord. Donc je fais mes classes à Briançon. Dans des troupes de montagne, donc d'élite de montagne. Et puis, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai signé à l'époque pour partir avec la FINUL, donc au Liban. Et donc j'ai signé un an supplémentaire, ce qui fait que j'ai fait 2 ans d'armée et je suis parti au Liban avec la FINUL. Voilà, le Liban qui effectivement est à l'actualité en ce moment. Pardonne-moi effectivement pour la confusion. Tu n'as pas fait ton service militaire en Allemagne, mais tu y as passé quelques années et tu as rejoint ensuite l'armée et tu es parti au Liban avant donc d'intégrer avec ton frère André en 1986 l'entreprise Bélier Musique, qui est toujours située à l'époque à Chambéry, et qui déménagera quelques années plus tard, même un petit peu, même beaucoup plus tard, à Barbie, dans des locaux. À Barbara d'abord, puisque le magasin était donc en plein centre-ville, là, sur la rue Métropole. Donc ça, c'était l'entreprise de mon père. Nous, en 86, avec André, on décide, parce que à l'époque, mon père était déjà malade. Donc on décide de créer donc l'entreprise à l'époque s'appelait Savoie Musique, donc un nom que tous les Chambériens connaissaient. Et avec André, en fait, on décide de créer un petit atelier à côté pour faire de la réparation, parce que mon père ne faisait plus que de la vente à l'époque, que du négoce. Donc on décide de faire un atelier de réparation, de restauration, piano et instruments avant. Donc on loue un local à Barbara et on appellera cette entreprise Bélier Musique. Donc ça, c'est les deux entités, on va dire, cohabitaient quelques années. Très vite, en fait, l'état de mon père, en fait, se dégrade et il peut difficilement continuer à travailler. Donc on décide, en fait, de dissoudre Savoie Musique, de l'englober et de créer Bélier Musique en version vente et en version réparation telle qu'elle est encore aujourd'hui. D'accord. Ok. Je vais te laisser nous parler en quelques mots, si j'ose dire, de ce qui t'a occupé avec ton frère chez Bélier Musique pendant ces dizaines d'années. 40 ans, 40 ans d'exploitation, d'amour de la musique, d'accompagnement, bien évidemment, des professionnels de la musique, de la distribution, du commerce, mais également de la livraison de nombreux pianos, et puis la participation à des spectacles d'importance parfois. Alors c'est vrai Chambéry. C'est un métier qui est très complet, qui a différentes branches. Donc dans ma partie, qui était la partie piano, effectivement à l'époque il y avait bien sûr de la vente, mais on faisait de la location de piano et que de concert, puisque ça avait été un petit peu aussi une de mes spécialités en Allemagne, de la préparation d'instruments pour des artistes. Donc j'ai essayé de reproduire, on va dire, ce schéma ici. Donc on avait acheté et après on s'était fait endorser par des grandes marques de piano pour pouvoir suivre des artistes. J'ai suivi pendant quelques années, puisqu'on l'a vu vendredi, Laurent Gérard, qui faisait ses débuts à l'époque à Lens-le-Bourg. Il était encore avec Virginie Lemoine, donc c'est pas tout jeune. Et puis bien sûr plein d'autres artistes, donc ce qu'on appelle du backline aujourd'hui, parce qu'il faut parler anglais. À côté de ça, bien sûr, on a commencé aussi à s'intéresser aux écoles de musique, donc à faire un partenariat avec eux pour développer. Les écoles de musique sont toujours plus ou moins indépendantes. Il y a très peu d'écoles municipales. Elles font pas partie de l'éducation nationale, on le sait, c'est le ministère de la Culture. Donc elles avaient peu d'aide, peu d'instruments. Donc en fait, on a toujours été derrière des partenaires, on va dire un petit peu, des écoles savoyardes,
Bien sûr, Chambéry, Aix, mais les vallées, puisqu'on allait jusqu'à Bourg-Saint-Maurice et Saint-Jean-de-Maurienne, Modane pour les 2 autres vallées. Donc on a toujours essayé d'être des acteurs, on va dire, un peu très près des professeurs de musique, de façon à pouvoir à ce que les enfants puissent accéder également à des cours avec des instruments. On a bien sûr toujours, et ça c'est la loi du commerce, essayé de trouver des instruments de plus en plus loin, avec des prix de plus en plus corrects, parce que la musique est une passe-temps qui est pas donnée. Voilà, donc ça a toujours été dans la version piano pour moi, et bien sûr dans la version instrument avant pour André, puisque lui il faisait exactement la même chose de son côté, mais dans sa branche. Donc voilà, ça a toujours été 2 secteurs. Quand on a intégré le magasin de Barbie, donc ça fait 20 ans aujourd'hui, parce qu'on est rentré en 2004 à Barbie, on a ajouté un autre secteur qui est la guitare. Ouais. J'ai cru savoir que tu étais guitariste. Oui, enfin, mes heures perdues, ouais. Donc ça c'est un nouveau secteur pour nous, donc guitare acoustique, électroacoustique, qui a intégré, on va dire, la Maison Bélier il y a une vingtaine d'années, ce qui fait que maintenant on a 3 secteurs d'activité. D'accord. Je pense qu'il est important de rappeler qu'effectivement, la musique est difficile à promouvoir en France. Pourquoi ? Parce que l'éducation nationale s'en occupe peu ou pas du tout. Il y a des cours de musique mais qui sont... alors, il y a des progrès. Il y a une jeune génération de professeurs, je vais mettre les professeurs anciens à dos, mais il y a une jeune génération de profs, effectivement, dans l'éducation nationale qui ont compris qu'aujourd'hui, les gamins, il faut les motiver. Et donc, on a légèrement changé les programmes tels qu'ils étaient prévus à l'époque à l'éducation nationale, qui n'étaient pas vraiment marrants. Enfin, je sais pas si tu as pris des cours de musique. Oui, tout à fait. Quand la prof était pas en arrêt de travail, parce que... C'est ça, c'était des cours tout avec, donc qui passionnaient absolument pas les jeunes. Aujourd'hui, ça évolue. Les collèges et les lycées s'équipent d'instruments plus modernes, de piano avec arrangeur. Les musiques aussi évoluent. Donc, il y a un progrès qui se fait, mais il est évident qu'avec 1 heure de cours par semaine, un enfant peut pas apprendre un instrument. Donc là, on peut pas tout mettre sur le dos de l'éducation nationale. On est d'accord. Il peut pas faire grand chose de plus. Donc il était important en fait qu'il y ait des écoles de musique qui se créent pour que les enfants puissent avoir une chance d'apprendre de la trompette, du piano, de la flûte, ou de la guitare. Et d'apprendre dans des conditions qui soient pas trop onéreuses, pas trop coûteuses pour les ménages, parce que on va le rappeler, la musique c'est un petit peu le dernier poste de loisir dans une famille. Le sport passe avant, d'ailleurs le sport est largement subventionné par les collectivités publiques, tandis que les écoles de musique le sont davantage par des partenaires privés, des mécènes ou... Alors, on va dire que les partenaires publics commencent à se rendre compte que le sport c'est très bien, mais que s'il y a un peu de culture qui va avec, ça serait pas mal. C'est pas mal non plus. Donc c'est vrai que petit à petit, les communes, les communautés de communes et la région en fait aident de plus en plus. On a la chance à Chambéry d'avoir une cité des arts qui est bien, avec des profs de qualité. Aix-les-Bains a également lui-même un conservatoire qui est de très bonne qualité, avec des profs compétents. Donc petit à petit, ce marché-là change. Il y a une évolution qui se fait. Les pouvoirs publics ont quand même compris que la musique amenait beaucoup de choses et que de toute façon elle pouvait aider aussi dans le cycle d'études normales. D'ailleurs, je reviens toujours sur une étude qui avait été faite. D'ailleurs, j'avais participé en Allemagne il y a plus de 20 ans, mais des études avaient été faites sur des enfants qui avaient fait de la musique et des enfants qui n'avaient pas fait de musique. Et on s'était aperçu que les enfants qui avaient fait de la musique avaient un taux de réussite scolaire bien supérieur à ceux qui n'en avaient pas fait. Donc la musique ouvre beaucoup de portes intellectuellement et puis physiquement aussi, bien sûr. Ouais, tout à fait. On va rappeler quand même que exploiter un magasin de musique aujourd'hui, c'est pas simple. C'est pas simple parce que les instruments, ils ont évolué, et puis le coût des instruments, il a aussi évolué. Les marges qui sont, j'allais dire, données aux distributeurs, sont pas des plus importantes. Toi, tu as des relations privilégiées, tu as même des relations contractuelles avec de très importants exportateurs, importateurs pour nous de piano, notamment une célèbre marque japonaise de piano qui s'appelle Yamaha, pour ne pas la citer, et qui, bien évidemment, compte sur toi pour alimenter le marché savoyard, tu l'as dit, de la Combe de Savoie, mais aussi en Maurienne et en Tarentaise. Il a fallu s'adapter à
cette évolution, alors de la clientèle bien sûr, mais également du marché. On est passé du piano à queue, au piano droit, et puis maintenant au piano électronique. Alors c'est vrai que le marché évolue, le piano numérique arrive en force sur ce marché puisqu'il remplace, on va dire, les petits pianos d'études qu'on a connus il y a une vingtaine d'années. Il le remplace surtout pour une histoire de coût, parce que effectivement le piano est peut-être l'instrument le plus cher du marché. Donc l'Asie a tout de suite compris qu'il y avait un business à prendre à ce niveau-là. Donc le piano numérique représente aujourd'hui presque 70% des ventes des pianos, donc c'est énorme. Là, bien sûr, les Japonais sont à la pointe. Il y a 4 très grands fabricants qui sont 4 Japonais. Même si la plupart des usines sont en Chine ou en Indonésie, mais en tout cas, ils sont forcément tous asiatiques. Il y a un fabricant allemand, mais qui a de la peine à suivre. Donc c'est vrai que, alors, la Chine a amené aussi quand même une petite bulle d'oxygène. Je suis pas le style à protéger les Chinois, loin de moi. Mais en tout cas, ils ont permis surtout de démocratiser un tout petit peu les instruments, de façon à ce que des gens qui n'avaient pas foncièrement de gros moyens puissent accéder, en tout cas pour leurs enfants ou pour eux-mêmes, parce que il n'est pas interdit en tant qu'adulte de faire de la musique. C'est accessible à tous les âges, je le précise, mais d'accéder en fait à des instruments avec des prix relativement corrects. Et ça, c'est quand même le côté positif, parce que les produits simplement produits en Europe sont à tel niveau de prix qu'on se court-circuiterait facilement 70 à 80% de la clientèle, quoi. Ça signifie aujourd'hui qu'effectivement, les instruments de musique qui ont un prix, c'est une réalité. Les instruments avant en particulier, qui eux, j'allais dire, nécessitent des techniques de fabrication qui sont plus importantes. Mais on va dire quand même que les instruments, de manière générale aujourd'hui, sont à un prix relativement abordable, même si ça représente pour les familles un coût, un investissement qui est pas négligeable et qui, encore une fois, s'inscrit dans une sorte de troisième poste de loisir, une fois que les autres ont été épuisés. Alors, c'est vrai que le sport n'est pas donné non plus. Ça dépend quel sport on fait, mais il y a un coût quand même qui est relativement important. De toute façon, les loisirs en France, qu'ils soient culturels ou sportifs, ont un coût. C'est vrai qu'on traverse une époque, on en parlera peut-être tout à l'heure, une époque qui est quand même compliquée. C'est vrai qu'on traverse une crise quand même relativement importante. Les ménages en fait sont tous relativement. Tout est compliqué aujourd'hui, ça c'est vrai, mais il y a plein d'aides en fait qui sont mis quand même en place. C'est vrai que les pouvoirs publics, je le vois par exemple à les écoles aujourd'hui, les cours peuvent être étalés sur l'année. Donc en fait, tout est prévu quand même aujourd'hui pour que si un enfant veut faire de la musique, on puisse lui donner les moyens d'accéder à un instrument et à des cours de façon et puis pour un coût vraiment modeste, on va dire, ça existe. Donc, oui, tout à fait. Donc, je dis pas que la musique s'est démocratisée à un tel point, mais elle est accessible aujourd'hui à tout le monde. Elle est accessible à tous. Merci Bernard pour cette première partie. On va laisser les manettes à Jean-Pierre pour un petit instant musical. À tout de suite sur Radio Grand Lac pour la suite du Grand Bain de l'Écho. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par la maison Cavaillé à Aix-les-Bains. Le Grand Bain de l'Écho, plongé dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. On reprend le Grand Bain de l'Écho en compagnie de notre ineffable Jean-Pierre qui prépare le Salon du Chocolat. Jean-Pierre, ce week-end, venez nombreux, magnifique manifestation qui se déroulera au Casino Grand Cercle. Et puis, ravi d'accueillir Bernard Bellier pour cette troisième émission du Grand Bain de l'Écho. Donc Bernard, merci de nous avoir, j'allais dire, instruit de toute cette histoire de la famille Bellier, de son implication dans la vie musicale de la Savoie. Mais cette implication, elle t'a aussi permis, et je pense que ça mérite de réserver, on va dire la petite demi-heure qui nous reste, à ton implication dans la vie économique savoyarde. Et c'était aussi le sens de mon invitation ce soir, parce que tu connais très bien évidemment l'industrie musicale, l'économie de la musique, mais tu as eu la possibilité, alors grâce à ton père qui était déjà membre de la Foire de Chambéry, qui a ensuite
Elle était exposant. Il était exposant à la foire de Chambéry, effectivement, qui est ensuite devenue la foire de Savoie. Oui. Qui est devenu aujourd'hui Savoie Expo, ce qui me permet d'ailleurs de passer le bonjour à toutes les équipes de Savoie Expo, à l'ensemble des membres de l'Assemblée Générale et du Conseil d'administration. J'ai vu qu'il y en a qui nous écoutent. Et à notre président Pascal Marcella, qui nous a fait un petit mot pour nous dire qu'il nous écoutait religieusement. Merci Pascal, et à très bientôt sur les ondes. Cette implication dans la vie économique savoyarde, elle est importante pour toi, parce qu'elle perpétue une sorte de tradition familiale, en tout cas une tradition qui a été initiée par ton père. Je pense qu'il serait intéressant que tu nous donnes quelques petites précisions à ce sujet. Alors, c'est vrai que la Maison Bélier, en tant qu'entreprise, a toujours participé à la foire de Savoie. Hein. Mon père a commencé à la faire. Elle s'appelait à l'époque foire de Chambéry. Parce que c'était, et ça a toujours été en fait la vitrine de la rentrée, et c'était un événement à ne pas manquer, en tout cas en tant qu'entreprise commerciale, en tout cas savoyarde. Pour ce qui est de Savoie Expo, moi je suis rentré à Savoie Expo en mai 2005, donc ça fait déjà un petit moment. À l'époque, c'est Roger Rebu, que vous connaissez bien sur Aix. Que je connais très bien et que tout le monde connaît bien, effectivement, à Chambéry ou à Aix. Qui m'a contacté, qui est venu me chercher avec André Payerne. Donc, Roger venait juste, il y a à peine un an, d'être élu président de Savoie Expo. Il prenait la succession d'André Payerne. Autre grande figure aussi industrielle savoyarde. Deux personnages qui ont énormément fait pour le développement de l'économie savoyarde et puis de la foire de Savoie qui est devenue Savoie Expo. Voilà, donc ils sont venus un jour me voir pour me demander si ça m'intéressait d'intégrer le conseil d'administration de Savoie Expo, vu mon assiduité, en tout cas celle de la famille, pour au niveau de la foire de Savoie. Donc j'avoue que j'étais dans un premier temps un peu surpris de l'invitation, on l'est tous, hein, quand on nous pose ce genre de questions. J'ai accepté avec plaisir, d'abord parce que pour moi je connaissais pas encore Savoie Expo tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel que je le connais aujourd'hui, mais ça représentait déjà quelque chose, en tout cas pour nous en tant que Savoyards. Donc j'ai accepté. Ils avaient une idée en tête, on connaît bien Roger, André encore plus, et ils m'ont dit, écoute, puisque tu connais bien la foire de Savoie, on a besoin d'avoir un commissaire délégué de cette foire, donc c'est un lien, on va dire, entre le conseil d'administration et la structure, et les exposants bien sûr. Est-ce que tu veux prendre ce poste? Je ne savais pas du tout ce que ça représentait, j'ai dit oui sans savoir. Et ça fait maintenant bientôt 20 ans que j'occupe ce poste. Ouais. Voilà, c'est passionnant. Savoie Expo est une très belle famille. On a la chance d'avoir un conseil d'administration assez exceptionnel. Hein. Donc c'est toujours une belle aventure, de bons moments. On a même encore aujourd'hui un président exceptionnel. Je dis ça parce qu'il nous écoute, mais je le pense vraiment. Donc il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que ça permet surtout en fait d'avoir une approche économique assez intéressante, puisque la foire reste quand même, on va dire, le thermomètre chaque année. Le thermomètre un petit peu de ce que va être cette rentrée et cette fin d'année. Voilà. Et ça, je pense que malgré les années compliquées qu'on a eues, le Covid, les différentes crises, etc., on peut toujours savoir où mettre le curseur par rapport en fait à l'assiduité, le nombre d'exposants, content, pas content. Alors bon, il y a toujours un exposant qui marche, il y a toujours un exposant qui marche pas, mais en tout cas, il y a toujours une moyenne qui se fait. Et quand il y a une bonne foire, en fait, on fera une bonne rentrée, puisque tous les métiers sont représentés à la foire de Savoie, et c'est vrai que quand tout le monde travaille, c'est que le pays va bien, quoi, et que la région va bien. Oui, absolument. La foire de Savoie, alors c'est l'événement, j'allais dire annuel, qui est organisé traditionnellement au mois de septembre. En général, au début du mois de septembre, pour une deuxième samedi, toujours deuxième samedi de septembre. Pour une dizaine de jours. C'est bien évidemment l'événement phare de Savoie Expo,
qui est l'association qui organise cet événement. C'est le plus vieil événement de Savoie Expo. Absolument. Bien sûr que Savoie Expo... qui est centenaire. Qui est centenaire, a plein de salons aujourd'hui. La foire est, on va dire, le premier événement créé en fait par Savoie Expo. Mais il y en a bien sûr bien d'autres. On va les citer. Parce que l'année de Savoie Expo, en réalité, elle commence au mois d'avril avec le salon Habitat et Jardin, qui est l'occasion pour les professionnels du secteur de voir venir les clients professionnels et particuliers. Alors, c'est un domaine qui a, et on le sait bien, connu, j'allais dire des hauts et des bas, plutôt des bas dans les derniers mois, voire dans les dernières années. L'immobilier a connu des difficultés et par voie de conséquence, tout ce qui consistait dans l'aménagement intérieur ou extérieur était également en difficulté. Mais c'est vrai que c'est un salon qui a pu être compliqué, mais qui a toujours su rebondir grâce aux équipes de Savoie Expo, qui ont toujours eu l'ingéniosité de trouver un domaine ou un secteur en fait qui puisse essayer de relancer ceux qui peinaient un tout petit peu. Ça reste quand même un salon, ça reste un beau rendez-vous. Absolument. D'abord parce qu'il est très bien placé. Il y a maintenant en fait une association en fait avec le jardin, avec l'agriculture. Donc c'est vrai que ça reste un rendez-vous aussi du printemps qui est relativement intéressant. C'est aussi un thermomètre, mine de rien, parce que le bâtiment reste quand même un secteur très important dans notre région. Quand le bâtiment va, tout va. Absolument, on le dit, et c'est là. Donc c'est un beau salon qui se tient, et voilà, il y a des équipes qui travaillent. De toute façon, il n'y a aucun salon facile. Non. Ça, je pense qu'on peut le dire, et que chaque fois, en fait, c'est un challenge et qu'il faut se relancer, parce que le public, faut aller le chercher, il faut l'intéresser, et puis nos exposants restent quand même des clients. Et les exposants, s'ils reviennent, c'est parce qu'ils sont contents et qu'ils font des affaires. Comment ils reviendraient pas? Parce qu'aujourd'hui, personne n'est philanthrope, et si on n'arrive pas à intéresser nos exposants, on les perd, quoi. Oui, absolument. Et puis, alors on peut rappeler que ces différents événements, donc salon Habitat et Jardin au mois d'avril, au mois de mars-avril, la foire de Savoie au mois de septembre, et puis là on va s'engager dans une période qui est extrêmement dense pour les activités de Savoie Expo, en tout cas pour celles qui sont organisées par Savoie Expo. Absolument. Parce que le parc des expositions de plusieurs hectares et qui est désormais rénové, accolé au phare et qui constitue un formidable outil de travail, accueille d'autres manifestations qui sont organisées par d'autres exploitants. Je crois qu'il y avait même un championnat du monde de chasse-neige. Absolument. C'est je ça. crois qu'il y en a un autre qui va se faire l'année prochaine, je crois, ou dans 2 ans. Là, il faudrait que Pascal nous éclaire. Nous avons un texto pour nous dire exactement, parce que là, j'ai pas suivi, moi, le championnat du monde de chasse-neige. Mais il y a plein de manifestations, en fait, privées. On est aussi, on va dire, on fait du congrès. Absolument. Donc, il y a une diversité aussi au niveau de Savoie Expo qui s'est créée ces dernières années et qui est relativement importante. Et parmi donc les prochaines manifestations, on va parler des 2 prochaines qui vont se dérouler, à commencer par Decidia qui se déroulera la semaine prochaine, voilà. Jeudi et vendredi, avec une inauguration qui se déroulera la veille en présence de notre président Pascal Barcella, de tous les acteurs de la vie économique savoyarde et bien au-delà, avec une conférence qui sera passionnante pour inaugurer, si j'ose dire, ce salon qui réunira tous les professionnels de tout secteur d'activité, les décideurs. Donc c'est un jeune salon, c'est le dernier né de Savoie Expo, puisque ce sera sa 2e édition. La première était déjà prometteuse, et il y a plein d'espoir sur cette 2e édition. Et ça, je pense que c'est un type de salon qui se fait pas beaucoup ailleurs, et je pense que Decidia a un bel avenir devant lui, oui. Oui, absolument. On va d'ailleurs mettre à l'honneur, indépendamment de nos équipes de Savoie Expo, qu'on salue encore une fois chaleureusement, tous nos collaborateurs, toutes nos collaboratrices, notre président, notre conseil d'administration, notre assemblée générale. On est vraiment une équipe extrêmement unie vers un objectif qui consiste à mettre à l'honneur notre belle Savoie, mais encore une fois sans nous cacher ou sans nous mettre dans une position isolée par rapport aux autres. Notre volonté, et c'est bien ce que les Jeux Olympiques vont nous apporter, c'est au contraire de nous ouvrir à l'extérieur, et Decidia, je pense, en est une illustration. Et c'est donc l'occasion de saluer les 2
organisateurs de cette manifestation, qui sont Jean-Michel Lin, difficile de ne pas le connaître, bien évidemment, et Yannick Morat, qui est peut-être un peu moins connu, en tout cas son nom, mais dont l'activité est extrêmement importante, puisque après avoir démarré, si j'ose dire, comme exploitant de magasins sport 2000, il est aujourd'hui à la tête j'allais dire d'un véritable empire, en tout cas de magasins de sport qui sont très connus et qui se développent dans la France tout entière, c'est-à-dire les magasins EcoSport. Et Yannick et Jean-Michel donc nous font le plaisir de s'impliquer, alors que leurs occupations sont pour le moins pléthoriques, dans l'organisation de cet événement qui se déroulera donc à partir de jeudi prochain. Et puis, le dernier événement. Très vite après, donc un vieux salon, Saveurs et Terroir, qui est aussi un vieux salon de Savo Expo, mais qui depuis l'année dernière accueille un autre salon dans ce salon, puisqu'il va y avoir un salon d'artisanat et d'art. Donc là aussi, ça a été une très bonne idée de Nicolas Chiron, puisque c'est lui le commissaire délégué de ce salon-là, qui a eu la géniale idée pour relancer un tout petit peu ce salon, d'y ajouter quelque chose qui avait à voir avec la fin de l'année, avec les cadeaux, avec finalement remonter le moral aux gens, parce que le mois de novembre est jamais un mois très sympa, paraît-il, c'est ce que les psys disent. Donc c'est vrai que fin novembre, on fait un salon hyper festif, et ça aussi, ça devient un rendez-vous vraiment incontournable. C'est un salon qui a mis du temps à démarrer, mais qui devient aujourd'hui vraiment une belle affaire économique. Et puis surtout, les gens attendent ce salon, sont contents d'aller sur ce salon, et ça c'est très bien aussi pour l'économie savoyarde, parce que là on met en avant plutôt des petites structures. Il n'y a pas de très gros industriels, ce sont tous des petits producteurs, des petites entreprises qui sont, voire des petits artisans qui sont liés à ce salon, et là c'est aussi une autre image de Savo Expo qui, une fois de plus, en fait démontre qu'elle a une place en fait dans l'économie savoyarde, en tout cas pour l'aider à se développer et à avancer sur ce marché difficile. Oui, on doit effectivement à Nicolas Chiron d'avoir redonné de l'énergie et du souffle à ce salon en associant au caractère essentiellement alimentaire, la chambre des métiers de l'artisanat, pour en faire, un salon dédié de manière plus générale à l'artisanat, et c'est vrai qu'on a gagné en fréquentation. C'était deux secteurs qui n'étaient pas forcément évidents à associer. Les premiers contacts étaient quand même un peu compliqués. Je sais qu'il s'est arraché un petit peu les cheveux parce que c'était pas évident. Et puis finalement, l'association marche. C'est une très bonne idée, et je pense qu'il y a un bel avenir dans ce type de salon. Donc oui, ça peut que démarrer, et ça c'est très bien. C'est très bien. C'est parfait. Il faut rappeler que sur ces différents salons, on mobilise des dizaines de milliers, on accueille des dizaines de milliers de visiteurs. Pour la Foire de Savoie, je crois que c'était 85 000 en ce mois de septembre 2024. Je crois qu'on a battu un record. Pour les autres manifestations qu'on organise, c'est évidemment un petit peu plus modeste, dans la mesure où ça se passe sur des périodes un petit peu plus brèves. Donc la Foire, c'est 10 jours, faut pas l'oublier. Absolument. C'est très long. Donc sur des salons de 3 ou 4 jours, on est sur une fréquentation de 20-25 000 personnes à peu près. Et puis j'ai une information, plus exactement une confirmation à vous donner, s'agissant de l'organisation du Congrès international de la résilience routière 2026, avec concours mondial de chasse-neige au parc des expositions de Chambéry-Bissy. Voilà. Donc nous serons les hôtes du Congrès international de la résilience routière 2026. Je vous annonce par ailleurs, mais ça c'est, si j'ose dire, dans le droit fil de l'histoire de Savo Expo. On continue de rénover nos bâtiments, de nous mettre à la page écologique, climatique. Donc vous verrez dans les mois et années qui viennent le parc des expositions se reverdir, se parer d'habits
Bref, changer encore un petit peu et accueillir. Déjà, le parc a énormément changé ces dernières années. Il y a eu d'énormes travaux qui ont été faits par Savoie Expo, par Grand Chambéry. Le parc devient de plus en plus attractif. C'est un bel endroit. C'était relativement important aussi parce que c'est un lieu de rendez-vous pour les Chambériens, pour les Savoyards, pour même les départements limitrophes, parce que on vient de Belley, on vient d'Annecy, on vient de Grenoble. Et puis pour les congrès, on vient de toute la France, donc c'est vrai que c'est une image, et donc ces travaux étaient nécessaires, et voilà, ça devient un très très bel outil de travail, et il faut que ça continue comme ça. La Savoie a toujours eu, on a entendu un jeune prix des neiges vendredi soir, Laurent Gérard, et puis le jeune prix, qui a eu un prix des neiges, qui a vanté, qui était tout content de travailler en Savoie et qui vantait, on va dire, l'accueil qu'il a pu avoir pour monter son entreprise dans le département. C'est vrai qu'on est encore une région un peu privilégiée. C'est dur, bien sûr, comme partout, mais la France a plein de choses à valoriser. C'est un pays magnifique. On a le tourisme, on a de l'industrie, on a des gens géniaux autour de nous, et donc il faut faire fructifier tout ça. Et Savoie Expo doit être un acteur justement pour aider cette mise en œuvre. D'accord. Pardonnez-moi, mais enfin, il me semble que je mériterais d'être rossé si j'oubliais de dire que Savoie Expo est également l'organisateur, mais pas au Parc des Expositions, et l'organisateur à la Halle Olympique d'Albertville, autrefois tous les 2 ans, mais désormais tous les ans, du salon alpin, de l'hôtellerie, effectivement, et des métiers de bouche, qui rassemble là aussi tous les professionnels du secteur. Alors ça, c'est un salon pro. C'est un salon pro. C'est un salon réservé aux professionnels. Qui a, alors là, j'ai pas l'âge non plus, je vais me faire engueuler, mais qui est très vieux. C'est notre ami Denis Geoffroy, qui gère, on va dire, un petit peu ce salon pour Savoie Expo. Ce salon, c'est un rendez-vous incontournable des professionnels de la restauration et des métiers de bouche. Il est à Albertville depuis tout le temps. Il y a plein de questions qui ont été posées sur son déménagement, etc. Mais bon, il est pour le moment à Albertville parce que c'est le salon d'Albertville pour beaucoup. Et voilà, donc c'est un rendez-vous festif, professionnel, que les professionnels attendent, réclament même. Donc c'est une très belle machine. Et ça, c'est une belle fierté de Savoie Expo. Et Savoie Expo, c'est l'association de tous les Savoyards. Absolument. Et on est très fiers, bien évidemment, d'organiser beaucoup d'événements à Chambéry, mais d'en organiser aussi, et de manière historique, en dehors du parc. Absolument, à la Halle Olympique d'Albertville, et de rappeler que Albertville est quand même le site des Jeux Olympiques de 1992, et que, en particulier, toute la vallée de la Tarentaise sera à l'honneur dans quelques années. Un petit peu moins de 6 ans. C'est ça. Pour les Jeux Olympiques de 2030, que tout le monde est en train de préparer. Moi, j'entends tous les acteurs de la vie économique, dont l'hôtellerie, la restauration, les remontées mécaniques, les magasins de sport, en montagne bien sûr, mais en plaine également, nous dire à quel point ils sont heureux d'avoir cette perspective. Je pense qu'on peut se réjouir d'avoir un département aussi dynamique. Quand on voit l'impact qu'ont eu les Jeux à Paris, alors que c'était pas gagné d'avance, Absolument. Parce qu'ils sont partis avec beaucoup moins d'atouts que la Savoie, en tout cas, a aujourd'hui. Quand on voit l'impact que ça a eu, on peut simplement se réjouir de ce que ça peut amener en fait à notre région. C'est très important. On parle de milliards d'euros, bien évidemment. Absolument. Et puis c'est encore en fait un visuel de la Savoie dans le monde entier. Même si aujourd'hui on a des stations incontournables dans le monde du ski, quand on parle de Val d'Isère, quand on parle de Courchevel, et j'en oublie parce que tellement il y en a. Mais on n'a jamais, on a toujours besoin de communication. On est vite oublié. Il faut bien le savoir. Et les JO sont pour nous une opportunité énorme, je pense, de faire encore résonner le nom Savoie, en tout cas dans le monde entier. Bien sûr. Alors, on est tous conscients que la planète évolue malheureusement pas toujours de manière très très favorable. On est touché par les inondations qui nous rappellent un changement climatique, un réchauffement climatique. Ce qu'il est important de rappeler, c'est que les ouvrages, en tout cas la grande majorité des ouvrages qui accueilleront les Jeux Olympiques de 2030, qui seront
officiellement d'ailleurs les Jeux Olympiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et de PACA, puisque Nice accueillera notamment les épreuves de patinage. Mais il y a quelques centaines d'années, Nice était savoyard. C'est absolument, tout à fait. Mais ce qu'on peut dire, c'est que toutes les installations, ou en tout cas les installations les plus importantes, comme la piste de bobsleigh ou de luge, le tremplin, existent déjà. Et ce qui est formidable par rapport aux Jeux de Grenoble, moi qui suis natif de Grenoble, même si je suis savoyard, c'est qu'on a réussi à pérenniser des ouvrages dont on va se resservir presque 40 ans après, hein, alors que malheureusement les ouvrages issus des Jeux Olympiques de Grenoble, comme le tremplin de Saint-Nizier ou la patinoire municipale, ont malheureusement été bien abîmés. Donc en termes, si j'ose dire, de bilan carbone, de protection de notre patrimoine, et je sais qu'on est attaché, nous, à notre patrimoine agricole notamment, hein, je pense seront préservés parce que on a réussi, encore une fois, et la halle olympique est également l'illustration d'une transformation réussie, à construire des ouvrages, mais aussi à les préserver et à les inscrire dans une dynamique. Ça va être un tournant qui est très important parce que dans la tête de la plupart des gens, les Jeux Olympiques rime aussi en fait avec énormes dépenses et donc dettes à payer pendant de nombreuses années. Et là, je pense qu'avec ces JO-là, on va arriver à prouver que, on n'est pas obligé de construire, de dépenser des milliards d'euros, qu'on va pouvoir récupérer du matériel qui existe déjà, qui a été entretenu, qui fonctionne encore et qui fonctionne tout le temps. Et je pense qu'on peut arriver aussi à faire un modèle économique intéressant, même avec des Jeux Olympiques. Donc on verra comment ça se passera, mais en tout cas, pour le moment, les curseurs sont au vert et ça, c'est très important. Je pense qu'on peut espérer, même si, encore une fois, on va pas se projeter à 6 ans. Enfin, si on fait une toute petite rétrospective... C'est vite là, 6 ans. C'est très vite. Et si on fait une toute petite rétrospective sur les JO de 2024, en tout cas à titre personnel, je pense que tu partageras mon avis et l'ensemble des auditeurs et des auditrices le partageront. Enfin, on a quand même vécu une quinzaine absolument exceptionnelle qui a été ensuite suivie d'une dizaine de jours de Jeux paralympiques qui nous ont un petit peu réconciliés avec nous-mêmes. C'était surtout un moment important dans une époque où on parle que de guerre, que de crise économique, etc. Et ça a permis de faire une pause. J'en ai même parlé avec des gens qui n'étaient pas très intéressés par le sport, mais qui se sont pris au jeu d'aller regarder une équipe de France parce qu'on a eu de très bons résultats. Absolument. Ce qui n'était pas toujours le cas dans les Jeux Olympiques. Et automatiquement, on s'est aperçu que le côté patriote était très important et que finalement, on arrive à ressouder une population qui n'est pas forcément d'accord sur d'autres sujets, mais qui là pour un match ou pour une épreuve, finalement s'assoit ensemble, boit un coup ensemble, et puis finalement ça c'est aussi la magie du sport. Et faut pas oublier que la Savoie est aussi une région de sport. Donc on profitera effectivement de ces 15 jours de bonheur au mois de février, je pense, 2030 déjà. Et les retombées s'annonce quand même assez considérable en termes bien évidemment d'accueil de touristes, de visiteurs, d'autant plus que il se trouve que la vallée de la Tarentaise en particulier, mais la Maurienne aussi, n'est pas inconnue, loin s'en faut des touristes, parce que les stations de ski naturellement disposent de toutes les infrastructures pour les accueillir. Alors on ne sait pas quel sera l'état d'enneigement dans 6 ans. On va pas spéculer sur ce point. Ça, c'est quelque chose qu'on peut malheureusement pas prévoir. Donc ça, c'est comme quand on organise un salon. Cette année, on a eu beaucoup de chance à Fort-de-Savoie parce qu'on a eu un temps clément. L'année dernière, c'était pas le cas. Il faisait 40 degrés. Mais heureusement, c'est encore quelque chose qu'on ne peut pas choisir. Mais il faut croiser les doigts, ça se passera bien. Donc, on va croiser les doigts et puis effectivement se réjouir de cette belle perspective. On arrive, pardonne-moi du terme un petit peu funeste, au crépuscule de cette émission. Et je voudrais terminer, on a évoqué assez longuement les activités de Savoie Expo, la Foire de Savoie. Il y a un dernier événement dont tu as parlé tout à l'heure et dont s'occupe Olivier Orcel, l'un de nos administrateurs, qui est le Prix des Neiges, que nous avons remis l'année dernière
à Laurent Gérard. Et Laurent Gérard, nous avons eu l'occasion et la chance de le revoir en spectacle vendredi dernier autour d'une animation cuisinière, on va dire, ce qui a été un moment assez intéressant. Le Prix des Neiges, simplement pour que les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas ou connaissent peu cet événement, consiste à mettre à l'honneur une personnalité savoyarde ou qui a en tout cas des attaches importante avec la Savoie. L'occasion de rappeler Savoie, Haute-Savoie, on est d'accord. Pardon, la Savoie dans son ensemble. Et d'ailleurs, ça nous permet, Jean-Pierre, tu me permets de le rappeler, de vous dire qu'on a le bonheur, non pas de vous annoncer, mais de vous confirmer ou de vous rappeler que notre réseau, si j'ose dire, ou que notre couverture va être élargie de manière très significative. Je crois depuis Grenoble jusqu'à Genève, peut-être au-delà, grâce bien évidemment au travail quotidien de nos chevilles ouvrières, Sandra Beau, Jean-Pierre Germain et Laurine Beau, naturellement tous nos partenaires, tous nos mécènes, Catherine Haïtis, on a entendu tout à l'heure Laurent Cavaillé, l'ensemble des personnes privées, également de la commune d'Aix-les-Bains, la communauté de communes, tous ceux qui nous accompagnent, qui permettent à Radio Grand Lac de poursuivre depuis 3 ans cette belle aventure. On a fêté les 3 ans il y a moins d'un mois, Jean-Pierre. C'était un très 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 grand moment au Grand Hôtel du Parc où Catherine Haïtis nous avait invités. Et je suis ravi d'être l'un des chroniqueurs de cette belle radio et puis d'achever cette 3e édition, cette 3e émission du Grand Bain de l'Écho sur Radio Grand Lac et de vous donner rendez-vous au Salon du Chocolat qui se déroulera, je le rappelle, ce week-end. Toutes les équipes de Radio Grand Lac sont mobilisées, mais pas simplement les équipes de Radio Grand Lac, puisque je dirais que l'ensemble du bassin aixois et même bien au-delà se mobilise pour cette magnifique manifestation qui se déroulera donc au Casino Grand Cercle. Merci Bernard. Merci Benjamin de m'avoir accueilli, c'était un très bon moment. On a finalement réussi à tenir cette séquence d'1 heure. Absolument. Avec un tout petit peu de retard, mais voilà, on clôt les débats, si j'ose dire, ou en tout cas le plaisir d'avoir partagé ces moments avec Bernard Bélier, et on se retrouve dans 15 jours, le 24 octobre à 18h15 pour la 4e livraison du Grand Bain de l'Écho. On continue de vous attendre nombreuses et nombreux sur Radio Grand Lac, dans le Grand Bain du Lac. Radio Grand Lac. Votre radio.